Niché dans les montagnes de San Gabriel, près de Pasadena, en Californie, se trouve une passerelle vers le système solaire et au-delà. Le Jet Propulsion Laboratory, installation de la NASA, elle est gérée depuis sa création par le California Institute of Technology, ou Caltech. Lorsque les visiteurs entrent pour la première fois dans le musée du laboratoire, ils sont accueillis par une image de 3 pionniers de l'espace que nous allons découvrir ensemble, capturés dans un moment de célébration. Oui, Explorer a été forgé dans le chaudron de la guerre froide, à une époque où le JPL construisait non pas des engins spatiaux, mais des missiles qui transportaient des armes atomiques. C'est l'histoire de la façon dont le JPL a complètement changé de direction et l'objectif. C'est aussi l'histoire d'un satellite qui donnera au monde la toute première découverte scientifique spatiale. Une découverte qui changera notre compréhension de la façon dont la vie sur Terre est née. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi faire un voyage dans l'air spatial avec la sonde Explorer 1. Voici White Sands au Nouveau-Mexique. C'est là que le JPL a effectué des lancements d'essais de ses missiles de la guerre froide. Tout près se trouve le site de Trinity où les États-Unis ont fait exploser la première bombe atomique qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Les origines du laboratoire remontent à 1936 lorsqu'un groupe d'étudiants et de passionnés du Caltech a commencé à effectuer de modestes tests de moteurs de fusée. Mais tous ces efforts auraient probablement servi à rien si l'armée américaine n'avait pas vu d'utilisation pour la fusée. En 1945, le travail du JPL était à la pointe des connaissances américaines en matière de fusée avec ce missile, le WA Corporal ou Caporal. Bien que de nombreux professeurs de Caltech aient voulu abandonner le travail militaire classifié à la fin de la guerre, l'arrivée de la guerre froide n'a fait qu'intensifier la pression pour exploiter l'expertise de l'Institut en matière de fusée. D'une certaine manière, la Seconde Guerre mondiale n'a jamais pris fin. L'armement moderne et les courses aux armements posaient un grand défi aux valeurs mêmes que les Américains défendaient. Le WA Corporal JPL n'était qu'une fusée expérimentale, mais à l'automne 1945, un nouveau groupe est arrivé à White Sands avec une expérience de combat de fusée. Quelques 120 ingénieurs, mais allemands, qui avaient construit le V2 d'Hitler, rien que ça. Plus de 3500 de ces missiles, chacun armé d'une tonne d'explosifs puissants, ont été lancés contre des villes européennes alliées au cours de la dernière année de la guerre. Mais alors que l'Allemagne s'effondrait, le chef de l'équipe V2, Wernher von Braun, a conduit les membres de son groupe loin de leur installation de fusée pour éviter d'être capturés par l'armée russe. Mais lors de l'évasion, von Braun a été blessé dans un accident de voiture, mais il a réussi son plan de se rendre aux Américains. La capture de von Braun, de plusieurs de ses ingénieurs et d'un stock de V2 ont été parmi les plus grands butins de la guerre. Wernher von Braun, puis d'ailleurs, Wernher c'est W, mais ça se dit Wernher von Braun. Wernher von Braun a un côté sombre dans son parcours avec l'Allemagne nazie. Construire une fusée, ça c'est une chose, mais la construire pour un régime pervers avec la main-d'œuvre d'un camp de concentration d'humains inoffensifs qui sont battus à mort, ça c'est une autre chose. N'oubliez pas qu'il y avait des milliers de personnes qui sont mortes dans le processus de construction de la V2. L'armée voulait apprendre tout ce qu'elle pouvait à propos du V2 de von Braun. Plus de 60 d'entre eux seraient lancés depuis White Sands. Il y avait au début un sentiment très préoccupant sur ce groupe d'Allemands. C'est un peu normal. Nous allons le faire venir pour une courte période. Nous apprendrons ce que nous pouvons de ce groupe et ensuite nous les renverrons chez eux. Ça s'est pas produit du tout comme ça parce que von Braun s'est rapidement américanisé. Oh, voyez genre. Ben oui, il était charmant puis c'est un homme de marketing né. Oui, il deviendra le défenseur le plus reconnaissable de l'espace en Amérique. Il a apporté une nouvelle génération de missiles et a mis en avant de plus grandes ambitions, des satellites en orbite terrestre, des excursions autour de la Lune et de Mars. Il a créé une station de combat capable de maîtriser la dévastation nucléaire depuis l'orbite, établissant ainsi une fois pour toutes la supériorité militaire de l'Amérique. Lors de leur première rencontre à White Sands, les groupes allemands et du JPL se sont retrouvés côte à côte, partageant la même rampe de lancement et le même hangar. Il n'y avait pourtant aucun doute sur qui avait le plus gros missile. Regardez la queue de ce V2 Eclipse versus une fusée JPL à proximité. L'équipe du JPL, cependant, n'a pas été particulièrement impressionnée. Ils étaient en avance sur les Allemands, croyait-il, en matière de direction et de contrôle, puis en avaient encore gros sur le cœur à l'égard de la guerre. La guerre venait justement de se terminer. Il y avait beaucoup d'appréhension sur von Braun et son équipe. Il y avait sans aucun doute une certaine rivalité aussi. Louis Dion, qui est devenu justement le directeur du JPL en 1946, a refusé complètement l'accès à von Braun au laboratoire. Ça a pris 2 ans, mais en 1947, l'armée a fait travailler ensemble les équipes du JPL et de l'Allemagne. Un V2 de 15 tonnes a été assemblé avec le plus petit WA Corporal du JPL qui servait d'étage supérieur. Cette fusée combinée à plusieurs étages a été surnommée le Bumper WAC. Et lors de la 5e tentative de lancement en février 1949, l'étage supérieur du JPL a grimpé à une hauteur de près de 400 km.
Bien qu'elle ne soit pas entrée en orbite, la fusée de JPL est devenue le premier objet à atteindre la frontière de l'espace extraterrestre. Et un an plus tard, un Bumper Wack a été également la première fusée jamais lancée depuis un marais infesté de moustiques en Floride, portant un nom que peu savaient prononcer et encore moins avaient entendu parler, Cap Canaveral. Cependant, le sentiment d'accomplissement avait été éclipsé par le fait que l'Union soviétique avait fait exploser sa première bombe atomique en 1949, des années avant les attentes. Le monopole atomique de l'Amérique était terminé, puis le monde était sur le point de plonger plus profondément dans la guerre froide. Le dilemme de la guerre froide auquel étaient confrontés les États-Unis était de savoir comment défendre l'Europe occidentale contre une invasion soviétique sans déployer une armée permanente à grande échelle, une perspective qui nuirait à l'économie américaine. La solution était la stratégie de dissuasion. Une attaque soviétique serait contrée par des armes nucléaires. Alors que les tensions montaient, l'armée a pressé JPL de transformer ses recherches sur un missile d'essai en un système d'armes opérationnelles à déployer en Europe. Appelé Corporal, ce missile à courte portée devait être utilisé près des lignes de front. Les spécifications prévoyaient d'atteindre une cible avec une précision relative à une distance de 120 km. En charge de la construction du Corporal était le professeur de Caltech destiné à devenir le prochain directeur du JPL, William Pickering, on va en parler beaucoup de lui. Né en Nouvelle-Zélande, Pickering n'avait pas l'éclat d'un Wernher von Braun, mais il était tout aussi tenace et ambitieux. La fusée Corporal était une fusée radiocommandée, radio-guidée qui fonctionnait quand même bien, mais le fait qu'il s'agissait d'une refonte d'un appareil de recherche signifiait que c'était pas vraiment une très bonne fusée de production. Pickering avait plaisanté à moitié en disant que le JPL peut tout faire, mais que la fusée Corporal, la construction de cette fusée s'est avérée une tâche humiliante. Alors que le premier test s'est bien passé, les suivants ont été désastreux. Certaines fusées sont allées vers le sud. Puis n'oubliez pas que la zone de lancement à White Sands, le champ de tir était au nord, il était pas au sud. Au sud du champ de tir, c'était Mexico. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que c'était pas une bonne chose d'aller de ce côté. Mais certaines, au lieu de monter, sont allées dans le mauvais sens. Ils sont allées vers le sud. Malgré tout ça, la pression était grandissante pour que le Corporal soit déployé. Les choses n'ont pas été aidées par une liste d'exigences croissantes. Une meilleure précision était exigée dans toutes sortes de conditions météorologiques. Bien qu'à l'origine envisagée comme transportant une ogive atomique, l'option de charge utile biologique ou chimique a également été testée. La nature toxique du carburant a créé des conditions dangereuses pour l'équipage du missile, même dans un environnement sans combat. La mise en position de tir nécessitait jusqu'à 4 heures de préparation, sans parler d'un entourage de camions, d'équipements et de personnel qui, sur une route ouverte, s'étendait souvent sur plus d'une douzaine de kilomètres. Une fois conçue, la chaîne de production a été confiée à des entrepreneurs industriels. Plus d'1 millier de missiles Corporal seraient construits. Avec une cote de fiabilité de seulement 60%, le Corporal se précipita sur le terrain en 1955. Bien que marginal en tant que système d'armes, la présence de la fusée était censée avoir un effet dissuasif psychologique car l'ogive nucléaire qu'il transportait était 3 fois plus puissant que les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Au milieu des années 1950, le JPL avait triplé de taille. Le travail était sérieux et intense. C'était une des plus grosses et solides équipes de tous les sports confondus. En réalité, il y avait des équipes de tous les sports qui formaient qu'une. Lorsqu'ils n'étaient pas en compétition pour s'amuser pendant la journée, on pouvait les trouver en train de socialiser, de danser toute la nuit au club Elks. Il y avait des soirées pour chaque période de l'année. Il y avait toujours une bonne raison pour célébrer. C'était en réalité les bonnes années du JPL, puis les bonnes années tout court. Chaque année, le directeur du laboratoire couronnait la nouvelle Miss Missile Guidée. Le directeur était désormais William Pickering qu'on parlait, qui avait le devoir de couronner la gagnante. Ce concours de beauté était un événement social très attendu. C'était un moyen de s'enlever un peu de pression, car de retour au travail attendaient leur emploi qui, d'une manière ou d'une autre, concernait les affaires sérieuses de la construction de missiles pour la guerre froide. Ce que l'armée voulait ensuite, c'était un missile plus rapide, moins compliqué et plus précis. La réponse était de revenir au combustible solide que JPL avait mis au point dans les années 40 pour propulser les avions dans le ciel. Et le but des tirs du fameux Surgeon numéro 11 et 12 sera de tester le tir des 2 premiers modèles expérimentaux entièrement guidés de Surgeon sur une cible assignée. Le Surgeon ou Sergent était une deuxième génération à faire à peu près le même travail, mais pour tirer parti de tout ce que le JPL avait appris depuis le début. Mais les relations avec l'armée commençaient à se détériorer, en particulier lorsque le JPL a averti que jusqu'à 50 tests de Surgeon pourraient être nécessaires avant d'arriver à un système déployable. C'est assez évident que JPL touchait probablement à sa fin avec le travail consacré à l'armée. Le
laboratoire, en tant que partie de Card-Tech, avait le sentiment que le travail effectué n'était pas vraiment approprié. Pickering et d'autres envisageaient un nouvel avenir pour le laboratoire. S'il y avait ce qu'il voulait, le sergent serait le dernier missile que le JPL construirait jamais. Toutes les branches militaires américaines ont vu des utilisations pour les fusées munies d'ogives nucléaires, mais le président Eisenhower était intrigué par une autre utilisation des missiles. Pourquoi pas des satellites de reconnaissance espions dans le ciel? La grande question qui pesait sur l'inauguration de l'ère spatiale était la suivante. Est-il légal de mettre des satellites en orbite au-dessus du territoire d'autres pays? L'espace extra-atmosphérique est-il soumis aux mêmes lois de l'espace aérien auxquelles les avions doivent obéir? C'est ça la question. Il n'était pas du tout légal de faire voler des avions U-2 au-dessus de l'Union soviétique si l'Union soviétique ne le permet pas. Leur espace aérien est une extension de leur souveraineté nationale s'étendant vers le haut. Mais quelle est cette fameuse limite? En 1955, une solution potentielle au problème est apparue. Le physicien James Van Allen aidait à diriger un effort visant à lancer un satellite pour étudier la Terre dans le cadre d'un effort scientifique mondial appelé l'Année géophysique internationale ou IGY. Eisenhower a immédiatement saisi l'occasion. L'une des choses qu'Eisenhower souhaitait poursuivre était de s'assurer que les premiers satellites en orbite ne soient pas considérés comme des satellites militaires ni comme des atouts de sécurité nationale. Donc un satellite scientifique était parfait pour ça. Peu de temps après la déclaration d'Eisenhower, les Soviétiques ont annoncé qu'ils lanceraient également un satellite. Une concurrence était maintenant en cours, non seulement avec l'Union soviétique, mais au sein du Pentagone. Les trois services militaires se sont affrontés pour lancer le premier satellite américain. C'est pas rien. Les prétendants les plus sérieux semblaient être la proposition de l'armée qui, une fois de plus, frappait ensemble les fusées du JPL et du groupe allemand V2. À ce moment-là, Von Braun et son équipe étaient des Alabamans. Après que leur V2 ait été tiré à White Sands, ils ont été réaffectés à Huntsville puis étaient maintenant sous le commandement du général John Bruce Medairis. Lui aussi, on en parlait beaucoup. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Medairis a failli être victime d'une V2 de Von Braun. Imaginez, désormais l'ancien adversaire allemand travaillait pour lui. Le secrétariat de la Défense nomme en août 1955 un comité pour sélectionner un des trois projets. Bien que le Project Orbiter soit le plus abouti, c'est le projet Vanguard, proposé par le laboratoire de la marine américaine, qui l'emporte par 5 voix contre 2 pour le projet Orbiter de Von Braun. La stigmatisation associée au V2 nazi était probablement l'une des raisons pour lesquelles la proposition de l'armée de lancer le premier satellite a été rejetée en faveur du projet Vanguard de la marine, une fusée conçue strictement à des fins scientifiques avec aucun matériel militaire impliqué. Tout était bien de type civil, c'était une des raisons pourquoi ça fonctionnait pas aussi bien, là. Il y avait pas beaucoup d'expérience là-dedans. Le premier des 3 satellites terrestres à être lancé par les États-Unis au cours de l'Année géophysique internationale était sur le point d'être prêt pour son aventure dans l'espace. L'armée était à la fois choquée et furieuse de la sélection de Vanguard, qui a exigé une révision de la décision. Ça a causé une grande consternation à Huntsville, à l'arsenal à Redstone, où le général Bruce Medairis puis le Dr. Von Braun avaient le matériel sous la main pour lancer un satellite la semaine prochaine s'ils recevaient juste le feu vert pour le faire. Mais ils n'ont pas eu le feu vert. Il vous est absolument interdit de lancer un satellite. Le programme Vanguard sera notre contribution à l'OGI. L'armée s'est finalement consolée en travaillant sur une nouvelle génération de V2, une fusée qui est devenue connue sous le nom de Jupiter C. Ce missile transportant une charge utile nucléaire devait avoir une portée de 2414 km. Pour atteindre de telles distances, la trajectoire de vol du missile nécessitait de propulser l'ogive hors de l'atmosphère à la hauteur de sa trajectoire. Survivre à la rentrée tout en atteignant avec précision la cible visée était un nouveau défi technologique. Et pour la 3e fois, les équipes allemandes et JPL se sont retrouvées à travailler ensemble. Et comme pour le Bumper Wack du début de l'histoire, le JPL fournirait l'étage supérieur, un boost théoriquement assez fort pour envoyer un satellite en orbite. Les équipes du JPL ont effectué un certain nombre de tests avec l'équipe de Von Braun, dont un lancement d'un véhicule test de rentrée à environ 4800 km dans l'Atlantique. C'est à ce moment qu'ils ont réalisé ce qu'ils auraient dû faire. En ajoutant un autre étage, ils auraient pu mettre le satellite en orbite. Les équipes du JPL pensaient que les Russes étaient bien en avance sur le programme Vanguard. Pendant que les équipes attendaient le feu vert, certaines personnes de l'administration Eisenhower soupçonnaient profondément Von Braun et le général Medairis, le commandant de Huntsville, d'être un peu incontrôlables, qu'ils pourraient simplement aller de l'avant et lancer un satellite à eux seuls.
Et pour éviter que ça se produise, la Maison-Blanche a ordonné à l'armée de remplir le dernier étage de sable au lieu de carburant lorsque la fusée a été testée pour la première fois en septembre 1956. Pourtant, l'armée n'a pas perdu espoir. Les fusées de rechange ont été placées dans un stockage contrôlé, prêtes à être déployées à tout moment. Le général Medeiros a même risqué une cour martiale en engageant certains hommes pour préparer un Jupiter C dans l'espoir que l'approbation arrive tôt ou tard de Washington. À ce jour, la proposition de l'armée avait le soutien du physicien responsable de la charge utile à lancer. L'examen de Vanguard par James Van Allen a révélé de sérieux problèmes de développement. Et pour couvrir ses paris, il a adapté sa charge utile à Vanguard, bien sûr, et à Jupiter aussi. Bill Pickering au JPL a joué ses cartes différemment. Bien que JPL ait fait partie de la proposition de l'armée, il a également présidé le comité scientifique chargé du suivi par satellite. D'une manière ou d'une autre, JPL serait un acteur lorsqu'un satellite américain monterait. Mais pour faire bonne mesure, les ingénieurs du JPL avaient en attente un boîtier satellite non autorisé juste au cas où. Le JPL faisait de la contrebande aussi. C'était un organisme de recherche, donc il avait carte blanche pour faire tout ce qu'il voulait. Le JPL est donc allé de l'avant en construisant un satellite prêt à l'emploi. Ils ont donc piraté tout le travail et enfermé le satellite dans une armoire afin qu'il ne soit pas retrouvé. C'est une de ces dates où le monde a changé. C'est une de ces dates où les gens se souviennent où ils étaient. Oui, c'était le cas de Pickering, je peux vous l'assurer. Il était par hasard à l'ambassade de Russie à Washington. Imaginez, un journaliste du New York Times s'est précipité dans la pièce et a déclaré que les Soviétiques venaient de lancer un satellite. Il y a eu des joies, des félicitations et des tournées de Volca, alors que le succès soviétique dépassait celui des Américains. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet et finalement, il se retrouve sur le toit de l'ambassade soviétique cherchant à voir quelque chose. C'est alors que le caméraman de NBC est venu et a dit « Hey, écoutez maintenant le son qui dépassera de plus en plus l'ancien du nouveau. Maintenant, c'est le début de l'ère spatiale. » L'humanité est maintenant dans une nouvelle ère et tout ce week-end n'était qu'un sentiment absolu d'admiration. Aujourd'hui, une nouvelle lune est dans le ciel, une sphère métallique de 58 cm placée en orbite par une fusée russe. Imaginez, à 800 km, la lune artificielle est propulsée à une vitesse qui contrebalance l'attraction de la gravité et est libérée. Vous entendez les signaux réels transmis par le satellite circulaire terrestre, l'un des grands exploits scientifiques de l'époque. Cela nous a tous secoués. Je me souviens d'être sorti à l'arrière de l'un des bâtiments en début de soirée. Nous pouvions voir la chose au-dessus de nous. Les Russes l'avaient fait et nous ne l'avions pas fait. Nous avons été très déçus lorsque le premier a été lancé parce que nous savions très bien que le Vanguard était en difficulté. Nous savions très bien que nous pouvions lancer un satellite à tout moment. Et puis la réaction politique a commencé. Le président Eisenhower rassure la nation sur le fait que le succès de la Russie avec le premier satellite n'indique pas un sérieux retard dans la recherche américaine sur les fusées. Vanguard n'a pas eu la même priorité que celle accordée à leur travail sur les missiles balistiques, a-t-il dit. Eisenhower était très calme à ce sujet et à un certain niveau, il travaillait avec des informations qu'il ne pouvait pas partager avec les autres. À la fin octobre et surtout dans la première partie de novembre, tout le monde avait peur. L'appel au calme d'Eisenhower a été balayé lorsque les Soviétiques ont de nouveau frappé. Cette fois, en lançant Sputnik 2, un satellite d'environ 500 kg, transportant le premier être vivant à atteindre l'orbite. La chienne Laika qui est morte 6 heures plus tard après le lancement, souffrant de chaleur et de stress. 2 jours après le lancement de Sputnik 2 en novembre 1957, le New York Times a rapporté que des scientifiques du monde entier craignaient que les Soviétiques ne se préparent à faire exploser un réacteur à hydrogène sur la Lune. Un feu d'artifice pour marquer le 40e anniversaire de la révolution bolchevique, imaginez. Après Sputnik, il y avait un sentiment que les États-Unis devaient faire quelque chose de dramatique en réponse. Et donc, un certain nombre de projets ont été lancés. L'un d'entre eux, qui semble probablement le plus bizarre, était le projet Red Sox, qui aurait impliqué l'envoi d'un missile sur la Lune avec une bombe atomique qui aurait pu y exploser. Ça aurait créé beaucoup d'attention, oui, mais probablement également une tempête de feu internationale totalement incompatible avec l'idée que l'administration Eisenhower avait avancé d'une approche pacifique de l'exploration spatiale. La réaction d'Eisenhower justement au plan des Red Sox a été de déclarer « Nous n'avons pas d'ennemis sur la Lune. Je considère que le programme de satellite de notre pays est bien conçu et correctement programmé pour atteindre les objectifs scientifiques pour lesquels il a été lancé. »
Nous poursuivons donc le programme conformément à nos accords avec la communauté scientifique internationale. Eisenhower a finalement compris que la seule façon de tranquilliser la nation était de donner un satellite au peuple américain. Sous une énorme pression, la Maison-Blanche a donc décidé qu'un vol d'essai prévu de la fusée Vanguard, avec sa petite charge utile scientifique, devait être transformé en réponse américaine à Sputnik. La première tentative américaine de lancer un satellite, une sphère de 16,5 cm, pesant un peu plus de 1,4 kg, a été vérifiée par des scientifiques et déclarée prête. Une grande vague de publicité préalable a attiré l'attention à Cap Canaveral en Floride pour le lancement du véhicule d'essai 3 du projet Vanguard. Un préliminaire à leur lancement prévu d'un satellite d'une dizaine de kilogrammes en mars. Ce qui s'est passé, un nouveau revers pour les États-Unis dans la course à l'espace, une perte de poussée de la fusée de 22 mètres et une retombée sur Terre en une fraction de seconde. La cause exacte, est classifiée, je ne l'ai pas trouvée. Le monde entier devient complètement fou. Et le lendemain matin, il y a une telle peur qu'on dit qu'on vient d'avoir une explosion colossale. Il y a cet énorme échec. C'est la première grande chose à la télévision. Il y a des cris « Oh mon Dieu, ça explose! » Le lendemain, les Russes ont été aux Nations Unies pour offrir une aide technologique en tant que pays arriéré. En fait, ils ont proposé d'aider les États-Unis, puis je peux vous dire qu'ils ont adoré ça. Oh oui! Pour que les communistes soient à la tête de la technologie pour ouvrir une nouvelle frontière de taille infinie, pour capturer l'avenir, le symbolisme était horrifiant. Qu'est-ce que ça signifiait? Que l'avenir appartient au communisme? Que si les Américains voulaient dépasser les Soviétiques et reprendre le dessus, ils devaient devenir comme eux. Avec Vanguard en ruine, Eisenhower a cédé. Oui, Medairos, Von Braun et Pickering ont finalement obtenu ce qu'ils voulaient, leur chance d'atteindre l'orbite. Il leur a confié la mission de lancer un satellite scientifique de la Terre et ce sera finalement avec la configuration Jupiter-C comme porteur développé par le Jet Propulsion Laboratory. Enfin! Le secrétaire à la Défense a annoncé ce matin que l'armée participera au programme satellite de l'année géophysique internationale. Le délai, 90 jours. Mais aucune mention n'était faite des préparatifs non autorisés qui avaient déjà eu lieu. C'est ainsi qu'est venue la légende du 90 jours. Ça veut dire que le lancement du satellite américain aurait pris 90 jours du début au lancement. Mais il y avait un peu de préparation avant. L'armée demande la propulsion à réaction. Le délai est de 90 jours. 90 jours pour mettre un satellite en orbite. Un crash programme, une urgence. Mettre un satellite en orbite dans les 90 jours. Mais Von Braun et Medairos ont sorti leur Jupiter-C du stockage. Le JPL était prêt avec les étages supérieurs. Un ensemble de missiles miniaturisés Surgeon. JPL était également responsable des communications, de la transmission des données du satellite et de leur capture au sol. Les deux émetteurs fonctionneront en continu sur toute l'orbite et chacun transportera 4 canaux simultanés de télémesure. En plus de la télémétrie, il y avait aussi une autre mission, installer la charge utile scientifique sur le satellite. L'instrument principal, un détecteur de rayons cosmiques, appartenait à James Van Allen de l'Université de Iowa. JPL avait besoin de sa permission pour charger l'instrument à bord, mais il était introuvable. Van Allen n'était pas disponible à ce moment-là pour obtenir la permission. Il était sur un brise-glace dans le Pacifique Sud, lançant des ballons, puis Pickering a essayé pendant une journée via les canaux de communication de la marine d'entrer en contact avec lui, mais sans succès, jusqu'à ce qu'il se rende à Western Union et reçoive un télégramme en 3 heures. Au milieu de cette bousculade, un autre problème a surgi. À l'insu du JPL, Von Braun travaillait sur son propre satellite. Le général Medairos, le commandant du programme, est en quelque sorte entre les deux. Il y a deux scientifiques puissants et brillants, Von Braun et Pickering. Après de longues conversations, le général Medairos a informé le Dr Von Braun que le Dr Pickering et le JPL fourniraient le satellite. Oh, Von Braun n'était vraiment pas content, mais il savait prendre les commandes. Oui. Et le résultat de cette décision de Medairos a été que le Jet Propulsion Laboratory s'est lancé dans le secteur des engins spatiaux. Lorsque Medairos a dit oui à Pickering, il a mis en branle l'avenir du JPL. C'était la direction que Pickering avait envisagée depuis un certain temps, se détournant des systèmes d'armes pour construire des engins spatiaux qui exploreraient les cieux. Les faisceaux de puissantes lumières de recherche illuminaient le missile, véritable vedette de l'un des plus grands drames à suspense de notre époque.
La première tentative de l'armée de lancer une lune artificielle en orbite. Puis le compte à rebours d'Explorer 1 fut en fin de soirée, le vendredi 31 janvier 1958. Compte tenu de la débâcle de Vanguard, Washington a été intensément impliqué dans la manière dont cette nouvelle tentative de lancement serait décrite. Pickering, Van Allen et Von Braun ont donc été affectés au Pentagone. Si le satellite atteignait l'orbite, les trois hommes à Washington annonceraient la nouvelle à l'Académie nationale des sciences conformément au désir d'Eisenhower de dépeindre le satellite américain de la manière le plus civile possible. Mais ce fut enfin le lancement tant attendu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire command. Fire command. Tous ont reçu un rapport indiquant que le lancement avait l'air plutôt bien et qu'il devait survoler la Californie à telle ou telle heure. Et donc, la décision a été prise que personne ne ferait une annonce publique sur la fusée jusqu'à ce qu'elle ait été récupérée en Californie. Il y a eu une période de 8 minutes d'attente car le courant jet à haute altitude l'avait propulsé sur une orbite plus haute que celle qui avait été prédite. Le courant jet, c'est des vents en haute altitude que les pilotes d'avion, justement, on essaie de trouver les meilleurs courants jets pour être capable d'aller plus vite. Donc, les fusées, il faut qu'ils fassent attention également au décollage. Si les courants jets sont trop forts, ça peut être mauvais au max Q, là. Et donc, il a fallu un peu plus de temps pour commencer à recevoir le signal. Tout le monde était extrêmement tendu pendant cette période car le programme Vanguard avait eu ses échecs. JPL et Huntsville portaient maintenant le drapeau, puis c'était loin d'être certain que ça allait fonctionner. D'autres minutes angoissantes se sont écoulées, mais finalement, JPL a reçu le signal indiquant que le satellite était en orbite. Les États-Unis ont enfin eu un succès, mais pas de nom officiel pour le satellite. Le JPL avait officieusement appelé le projet Deal, puis Medaris, de son côté, avait choisi Highball. Le Pentagone a rejeté les allusions au jeu, donc Deal, puis à l'alcool, parce que Highball, ça veut dire comme long drinks, mais en faveur d'un concept plus élevé. Puis je suis bien d'accord avec eux, Explorer. Eisenhower, en voyage de golf à l'époque, a été réveillé de son sommeil et a annoncé la nouvelle. « Ne faisons pas trop de bruit à ce sujet », a-t-il averti avant de se rendormir. Personne n'a suivi les conseils du président. C'était une sorte de nuit de janvier froide et pluvieuse à Washington et l'Académie nationale des sciences était à 2 heures du matin déjà bondée de journalistes. Le lancement d'Explorer ramenait les États-Unis à une certaine parité avec les Soviétiques. C'était pas complet, mais au moins il avait maintenant démontré qu'il pouvait également mettre quelque chose en orbite. Le succès d'Explorer a fait passer le Jet Propulsion Laboratory d'un centre de développement de fusées à un centre à l'intérieur duquel la science spatiale devenait réalité. Explorer a vraiment mis JPL sur la carte scientifique. Le lendemain du lancement, les titres des journaux à travers le pays ont témoigné d'une nation soulagée et reconnaissante. De retour à Pasadena, il y a eu une modeste célébration dans la cafétéria du laboratoire. Plus tard, le vice-président Nixon a rendu visite au laboratoire pour une séance photo avec le satellite. D'une certaine manière, Explorer 1 a été la chance du débutant pour le JPL. Par la suite, Explorer 2 n'a pas atteint l'orbite lorsque le 4e étage fourni par le JPL s'est pas allumé. Explorer 3 et 4 ont été couronnés de succès, mais comme pour avertir de la difficulté d'Explorer, la nouvelle frontière de l'espace, eh bien le 5e et dernier Explorer n'a pas non plus atteint l'orbite. Mais les 3 Explorers à succès donneraient au monde la première découverte scientifique spatiale, la présence de particules hautement chargées qui entourent la Terre et qui nous permettent de survivre sur ce point bleu pâle. Ces ceintures portent le nom de leur découvreur, James Van Allen. En revanche, Vanguard ne s'est jamais remis de son revers sur la scène nationale, mais lors de sa 3e tentative, Vanguard a placé le 2e satellite américain en orbite. Contrairement à Sputnik ou Explorer 1, Vanguard fait encore le tour de la Terre à ce jour. C'est le plus ancien objet créé par l'homme dans l'espace. Vanguard, imaginez. Il a fallu des années à la nation pour apprécier le calme du leadership d'Eisenhower à l'ouverture de l'ère spatiale. Mais bien qu'il ait souffert politiquement pour que les États-Unis soient 2e, Sputnik a établi ce qu'Eisenhower voulait le plus. Le droit d'orbiter au-dessus de n'importe quel territoire du globe. Les satellites de reconnaissance qui voleront plus tard ont aidé à contenir les tensions de la guerre froide. Un autre héritage d'Eisenhower a été de créer quelques mois seulement après le lancement d'Explorer une agence spatiale civile, la National Aeronautic and Space Administration ou NASA. L'armée a perdu contre l'équipe de cette nouvelle agence, Von Braun et le JPL. Blessé mais toujours fier, l'armée a organisé une soirée étincelante à Washington à l'occasion du premier anniversaire du lancement d'Explorer 1. Il y a eu des discours, des standing ovations et des toasts, mais sous la surface, il y avait du malheur. La perte du JPL et d'équipe de Von Braun a porté un coup dur aux ambitions de Medaris pour l'armée.
Il prend sa retraite et devient prêtre épiscopalien. Von Braun était tout aussi bouleversé. Il avait d'abord déclaré qu'il voulait rien avoir à faire avec la nouvelle agence spatiale. Il a vite changé d'avis lorsqu'il a compris l'opportunité de construire la fusée qui emmènerait les astronautes sur la Lune. La réaction de Pickering était différente. Pour la première fois, JPL était sous les projecteurs nationaux et Pickering a obtenu ce qu'il voulait le plus, la chance d'explorer le système solaire. C'était le rêve qui avait inspiré le JPL dès ses débuts. Sous la direction de Pickering, JPL aiderait d'abord à emmener l'Amérique sur la Lune, puis ouvrira la voie vers les planètes et au-delà. Lorsque nous essayons d'atteindre notre passion, il y a des détours, c'est certain. JPL n'a pas fait exception. Il a connu plusieurs revers, les conduisant à travers des chemins parfois totalement différents de ceux espérés. Mais avec Explorer 1, le JPL a trouvé sa voie, celle qu'on aime tous et qui nous permet de vivre plus longtemps, d'apprendre de nouvelles connaissances et surtout de rêver. Après tout, le futur, ça commence maintenant.